déjà eu l'impression d'être figurant dans ta propre vie? De vivre dans l'ombre de quelqu'un qui te prend tout et d'être en plus accusé d'exagérer quand tu essaies de te défendre? C'est ainsi que j'ai découvert que ma sœur ne voulait pas seulement être comme moi, elle est devenue moi. Et le pire, avec l'aval de ma propre famille. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été la plus banale de la famille. Tandis que ma petite sœur, Chloé, entrait dans n'importe quel endroit comme si elle était une célébrité, je préférais rester dans mon coin, avec mes livres et mes pensées. Mes parents disaient que j'étais timide, introverti, mais je savais ce qu'ils voulaient dire, je ne rendais pas fier. Chloé, elle, était la fierté. Chloé était le spectacle. Nous vivions dans une banlieue tranquille de l'État du Connecticut, dans une maison à 2 étages avec un jardin à l'avant et une clôture blanche en bois. C'était le rêve américain typique. Sauf que derrière cette façade parfaite, l'ambiance était lourde. Mon père était souvent en déplacement pour le travail et ma mère semblait vivre uniquement pour Chloé, répétitions de danse, fêtes scolaires, concours de théâtre. Moi? Eh bien, j'avais de bonnes notes à l'école, je réussissais bien, et c'est tout. Je n'ai jamais eu droit à un « bravo » pour ça. Jamais on ne m'a emmené au restaurant parce que j'avais obtenu un A+ en calcul avancé. Mais quand Chloé décrochait un rôle secondaire dans une pièce de l'école, c'était ballon, fleurs et publications sur Facebook. Pourtant, je n'étais pas du genre à me disputer. Je voulais juste suivre mon chemin. Quand j'ai été accepté dans une bonne université à Boston, c'était comme si j'avais enfin gagné ma liberté. Enfin un endroit où je pouvais être simplement moi, sans comparaison, sans cette ombre collante qu'était Chloé. J'ai coupé mes cheveux, changé de style, rencontré de nouvelles personnes. Je commençais à me sentir vivante. Mais c'est à ce moment-là que les choses étranges ont commencé. D'abord, j'ai reçu des messages de connaissances me demandant si j'allais vraiment en Espagne. L'Espagne? Quelle Espagne? Puis, une ancienne camarade de lycée m'a félicité pour mon stage à l'ONU. J'ai ri, pensant à une confusion. Mais quand j'ai voulu ouvrir un compte dans une nouvelle banque et qu'on m'a dit que mon numéro de sécurité sociale était déjà lié à un autre dossier, là, j'ai tiré la sonnette d'alarme. À l'époque, j'ai pensé que c'était une erreur administrative. Mais ça m'est resté dans la tête. J'ai commencé à faire plus attention aux détails. Un ami du lycée m'a identifié sur une photo d'un événement technologique où je n'étais jamais allé. Sur Instagram, un compte à mon nom complet, mais avec des photos qui ne collaient pas à angles étranges, vêtements que je ne porterai jamais, poses que je ne ferai pas. Mais le visage, il ressemblait beaucoup au mien. Je suis rentré à la maison pour un week-end prolongé et j'en ai parlé brièvement à ma mère. Elle a ri. Elle a dit que Chloé était un peu clown et qu'elle adorait imiter les autres. Que c'était probablement juste une de ses blagues. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Mais je n'ai pas insisté. À ce moment-là, la dernière chose que je voulais, c'était créer des tensions. Les années suivantes, je me suis plongé dans le travail. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, intégré un programme de jeunes diplômés et décroché ensuite un poste stable dans une multinationale. Je vivais seul, je payais mes factures, je construisais ma vie. La distance avec ma famille était devenue un soulagement. Jusqu'à ce qu'à 28 ans, je décide d'acheter mon premier appartement à Providence. C'est là que le cauchemar a commencé. L'agent immobilier m'a appelé pour me dire qu'il y avait un problème avec mon historique de crédit. Qu'il y avait des prêts contractés en mon nom et non remboursés. J'étais sous le choc. Je n'avais jamais contracté de prêt. J'ai demandé des détails et découvert qu'il s'agissait de petites sommes, contractées des années auparavant, dans différentes banques. Et tous les dossiers comportaient mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon ancienne adresse et un email que je n'avais jamais vu de ma vie. J'ai appelé la banque, lancé des procédures, commencé à enquêter. Des semaines à fouiller dans les papiers, à récupérer d'anciens documents, à tenter de reconstituer ce qu'on avait fait de mon identité. Et plus je tirais sur le fil, plus l'histoire devenait absurde. Chloé s'était inscrite à des cours, des voyages, des programmes d'échange, des événements, tout en utilisant MON. Y compris dans un programme d'échange à Paris qui, d'ailleurs, était la fameuse Espagne dont tout le monde parlait des années plus tôt. J'ai compris qu'elle avait, en réalité, créé une seconde version de moi, plus amusante, plus populaire, plus digne de like. Et le plus choquant, mes parents étaient au courant. Ils avaient signé des autorisations. Participé à des réunions. Assisté à des présentations où Chloé utilisait mon nom comme un alter ego.
Quand j'ai confronté ma mère, sa réponse m'a coupé le souffle. Madison, tu n'as jamais aimé attirer l'attention de toute façon? Ce jour-là, ma vision de la famille a complètement changé. Je n'étais pas une fille, j'étais une ressource. Un nom, un numéro, une commodité. Et je n'avais encore aucune idée à quel point cette histoire allait me détruire. Je suis resté plusieurs jours sous le choc. Tu sais, quand ton esprit reste bloqué en pilote automatique. Je me levais, j'allais travailler, je faisais semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, je ne pensais qu'à une chose, ma sœur m'avait volé mon identité. Et tout le monde trouvait ça normal. Le plus malsain, c'est que plus j'enquêtais, plus il devenait clair que ce n'était pas un dérapage, pas une petite plaisanterie d'adolescente. Non. C'était un plan. Une stratégie. Une vie parallèle construite à mes dépens. Et le pire? Avec l'aval de ma propre famille. J'ai réussi à obtenir des archives d'anciens programmes étudiants, et là, c'était écrit noir sur blanc, Chloé Madison Turner. Même le nom de famille, elle ne l'avait pas changé. Et sur les photos? Mon visage, déformé par des filtres, des anglais du maquillage, mais toujours reconnaissable. C'était comme si elle essayait d'être moi, mais dans une version retouchée. Plus charismatique, plus sociable, plus instagrammable. J'ai confronté mon père lors d'un appel vidéo. Il était visiblement mal à l'aise. Il a essayé d'esquiver. Et écoute, m'a dit, ce sont des petites choses. Elle voulait juste vivre des expériences auxquelles tu ne t'intéressais pas. J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. Des petites choses? Tu es en train de me dire que voler mon identité pendant des années, c'est une petite chose? Tu te rends compte du travail que je dois faire pour rétablir mon nom? Il a soupiré, comme si c'était moi la dramatique dans cette histoire. Tu as ta vie bien établie. Chloé, elle a toujours eu plus de difficultés. C'était juste pour un moment. J'ai raccroché au nez. La semaine suivante, j'ai déposé une demande officielle pour réviser tout mon historique de crédit. J'ai dû engager un avocat. J'ai payé cher pour un service de cybersécurité. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai demandé un nouveau numéro de sécurité sociale. Et chaque fois que je parlais à un employé ou à un gestionnaire, je ressentais de la honte. C'était comme si je devais prouver que j'étais bien moi. Comme si mon existence même était remise en question. J'ai même reçu un avertissement que, si certaines dettes n'étaient pas réglées, je pourrais être inscrite sur une liste de mauvais payeurs. Moi. Qui n'avais jamais payé une facture en retard. Tout ça parce qu'une fille gâtée avait décidé de vivre une fantaisie et que mes parents avaient trouvé ça mignon. Pendant cette période, je me suis encore plus éloigné de la famille. J'ignorais les messages, je ne répondais pas aux appels, j'ai bloqué tout le monde sur les réseaux sociaux. J'avais besoin de paix. Et de justice. Sauf que la justice est lente. Et humiliante. Il m'a fallu plus de 2 ans de procédure, de vérification, d'envoi de documents, d'entretien et même d'une analyse vocale. Oui, tu as bien lu parce que Chloé avait enregistré des vidéos où elle se présentait comme Madison Turner, racontant ma vie. Et elle avait réussi à convaincre beaucoup de monde. Quand j'ai enfin réussi à blanchir mon nom, je n'étais plus la même. Quelque chose en moi était mort. Cette fille introvertie mais fiable, déterminée, rêveuse, était devenue une femme méfiante, froide et profondément blessée. Je souriais encore, mais c'était un sourire technique. Cordial. Juste pour sauver les apparences. J'ai coupé tous les liens avec ceux qui me rappelaient mon enfance, vieilles photos, souvenirs, vêtements d'adolescente. J'ai déménagé dans une autre ville. Je suis parti vivre à Seattle. J'ai loué un petit loft moderne, avec vue sur une rue animée. J'ai recommencé à zéro. Et, pour la première fois, j'avais l'impression de contrôler ma propre histoire. Jusqu'au jour où, des années plus tard, une notification est apparue dans ma boîte mail professionnelle. Une demande inhabituelle. Le nom m'a donné la nausée. Chloé Turner demande de rendez-vous urgent. J'ai mis une semaine à ouvrir le message. Quand je l'ai enfin lu, j'ai mis quelques minutes à saisir l'ampleur de l'absurdité. Madison, j'ai besoin de toi. Je suis poursuivi pour fraude. Les avocats disent que, si tu confirmes que tu as autorisé, il est possible qu'on classe l'affaire. Aide-moi, s'il te plaît. La famille est désespérée. J'ai refermé mon ordinateur sans répondre. Je suis resté assise là,
immobile, pendant presque 1 heure. C'était inimaginable. Après tout ce qu'elle m'avait fait. Après des années à m'effacer, à me remplacer, à me transformer en ombre, elle avait encore l'audace de me demander de l'aide. Et le pire, mes parents m'ont envoyé des messages pour appuyer sa demande. Là, elle a fait une erreur, mais c'est ta sœur. Tu as toujours été la plus forte. Pardonne-lui, m'a dit. Aide-la, s'il te plaît. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était du dégoût. Du dégoût pour la façon dont on m'avait traité. Du dégoût pour cet amour familial conditionnel. Et c'est là que j'ai décidé, plus jamais. Tu sais, ce point de non-retour? Celui où tu franchis une ligne invisible et où tu comprends que, désormais, rien ne sera plus comme avant? C'était ma bascule. L'email de Chloé, la demande pathétique de mes parents, c'était comme si quelqu'un avait allumé toutes les lumières d'un théâtre vide. La pièce était terminée. Et je voyais enfin le public, vide, froid, complice du spectacle. J'aurais pu répondre avec haine. Avec des vérités tranchantes. J'aurais pu envoyer une lettre formelle niant tout lien. Mais tu sais ce que j'ai fait? Rien. Absolument rien. Silence total. J'ai laissé à Chloé le goût de l'absence. La même absence que j'avais ressentie pendant des années dans cette maison, où l'on ne se souvenait de moi que lorsque quelqu'un avait besoin de bonnes notes ou d'un prétexte crédible. J'ai reçu plus de 20 messages dans les jours qui ont suivi. Chloé, ma mère, mon père, même une tante éloignée qui a essayé de faire appel à mon côté chrétien. On m'a parlé de pardon, d'empathie, de ne pas laver son linge sale en public. Drôle comme, pour eux, ce qu'elle avait fait n'avait jamais été une saleté. Mais mon refus, lui, était un scandale. Je ne voulais rien savoir. Il était déjà bien trop tard. Et pourtant, je l'avoue, la curiosité me rongeait. J'ai commencé à enquêter sur l'affaire. J'ai fouillé des sites de justice, des forums, des réseaux sociaux. J'ai découvert que Chloé était impliquée dans un réseau de bourses d'études frauduleuses. Elle n'avait pas seulement utilisé mon nom, mais aussi celui d'autres personnes. Elle s'était spécialisée dans de petites fraudes, difficiles à tracer. Jusqu'à ce qu'un des sponsors d'un programme international commence à se méfier. La dénonciation venait de l'extérieur, et le FBI s'en est mêlé. L'affaire prenait de l'ampleur. Rapidement. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat. Madison, ton nom a été cité dans un témoignage. Chloé t'a désigné comme faisant partie du réseau. Elle a dit que tu étais au courant de tout et que tu avais donné ton accord. C'était comme recevoir un coup de pierre dans le dos. J'ai pris une grande inspiration, compté jusqu'à 10, fermé les yeux. Après tout ça, elle essayait encore de m'entraîner avec elle au fond du gouffre. Nous allons devoir déposer une requête officielle pour séparer ton nom de la procédure, m'a-t-il expliqué. Si on ne le fait pas maintenant, les dégâts pourraient être importants. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai dépensé encore plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie mentale pour prouver, encore une fois, que j'étais innocente. Que je voulais juste vivre en paix. Que je n'avais rien à voir avec les ordures que ma sœur avait créées au nom de sa liberté. Le procès a duré des mois. Chloé a été convoquée pour témoigner. Elle a demandé l'annulation. Ses avocats ont tenté un accord. Mais rien n'a fonctionné. Le système n'avait plus de patience pour les escrocs au joli visage. Puis, un jour, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, de l'enquêteur en charge. Mademoiselle Turner, nous aimerions confirmer votre disponibilité pour témoigner officiellement. Vous seriez un témoin clé pour prouver la fraude. Je me suis figé. Il s'est écoulé quelques secondes avant que ma voix ne sorte. Je vais y réfléchir. J'ai besoin de temps. L'appel s'est terminé, et je suis resté là, à fixer le mur. Parce qu'à ce moment précis, je savais que j'avais 2 options. Me protéger et continuer ma vie. Faire semblant que tout appartenait au passé. Ou affronter mon histoire. Monter à la barre et dire à voix haute tout ce que Chloé avait fait. Tout ce que mes parents avaient laissé passer. Tout ce que j'avais été forcé d'avaler. Ce n'était plus une question de justice. C'était une question de savoir qui je voulais être à partir de maintenant. Et pour la première fois, j'ai senti que je contrôlais le récit. L'histoire m'appartenait.
Et personne ne me la volerait plus jamais. Décider de témoigner n'a pas été facile. En réalité, c'était l'une des décisions les plus solitaires de ma vie. Non pas parce que j'avais un doute sur ce qui était juste, mais parce que je savais ce que cela signifiait, mettre un point final à toute possibilité de réconciliation avec ma famille. Et même si je disais que j'étais en paix avec ça, au fond, ça faisait encore mal. Lorsque mon avocat a déposé ma confirmation en tant que témoin, le chaos s'est installé. Le même jour, j'ai reçu un flot de messages. Ma mère m'a envoyé un message vocal en pleurant, disant que j'étais en train de détruire sa sœur. Mon père, qui s'exprimait rarement, m'a envoyé un email froid, m'accusant presque de chercher la vengeance. Chloé, elle, a été plus directe, elle m'a traité d'aigrie, de jalouse, et m'a accusé de ruiner sa vie par pure méchanceté. J'ai écouté tout ça en silence. J'avais appris depuis longtemps que discuter avec des gens qui déforment tout, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon, il renverse les pièces, fait ses besoins sur l'échiquier et repart en paradant comme s'il avait gagné. Au tribunal, l'atmosphère était tendue. J'étais assise dans la salle d'attente, l'estomac noué. Quand on a appelé mon nom, j'ai senti mes jambes trembler. Mais j'y suis allé. Je suis entré dans cette salle d'audience comme on entre sur un ring. La tête haute. J'ai été entendu pendant des heures. J'ai tout raconté, depuis les premiers messages étranges jusqu'à la découverte des prêts, des bourses, des faux dossiers. J'ai présenté des preuves, des emails, des enregistrements. Et, surtout, j'ai décrit l'impact émotionnel que tout cela avait eu sur moi. L'effacement, la trahison, la sensation de vivre une vie confisquée. À un moment, l'avocat de la défense de Chloé a tenté de suggérer que j'avais pu donner un consentement informel. Mademoiselle Turner, existe-t-il une possibilité que, à un moment donné, vous ayez donné une permission implicite à votre sœur pour utiliser votre identité? Je l'ai regardé avec tout le calme du monde. Si par permission implicite vous voulez dire être ignoré au point de ne pas se rendre compte qu'on vous vole, alors oui. Sinon, je n'ai jamais donné mon accord pour quoi que ce soit. La juge a hoché la tête. Et l'avocat a reculé. En quittant le tribunal, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de deuil. Comme si j'avais enterré définitivement cette partie de ma vie. Non seulement la relation avec Chloé, mais aussi avec mes parents, et avec cette version de moi qui cherchait toujours à obtenir l'approbation. Je n'étais plus cette fille qui essayait de prouver qu'elle méritait l'amour. J'étais une femme qui avait appris, à la dure, à se choisir elle-même. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. L'histoire a fuité sur des sites locaux. Certains anciens collègues m'ont contacté, choqués, disant qu'ils n'auraient jamais imaginé que Chloé soit capable de ça. D'autres, bien sûr, ont disparu. Des gens qui adoraient admirer la vie parfaite de Chloé sur les réseaux sociaux et qui, maintenant, faisaient comme s'ils ne l'avaient jamais connue. Puis est tombé le verdict, Chloé a été reconnue coupable de 3 chefs d'accusation sur 5. Fausse identité, fraude documentaire et usage abusif de l'identité d'autrui. Les peines n'étaient pas très lourdes, elle était primo-délinquante, jeune, et avait un bon comportement antérieur, mais le juge est resté ferme. Condamnation avec liberté conditionnelle sous surveillance, amende de 15 000 $ et un programme de réhabilitation obligatoire. En cas de non-respect, elle risquait jusqu'à 3 ans de prison. Mes parents étaient sous le choc. Ils s'attendaient à ce que, d'une manière ou d'une autre, tout se termine comme toujours, par une réprimande et des excuses. Sauf que, cette fois, le monde réel n'a pas suivi leur scénario. J'ai reçu une lettre de Chloé quelques semaines plus tard. Écrite à la main, avec une écriture tremblante. Madison, tu as gagné. J'espère que tu es heureuse. Je voulais juste être vue. Je voulais juste me sentir spécial. Désolé si je t'ai effacé dans le processus. Ce n'était pas méchant. C'était juste du désespoir. Je l'ai lu. J'ai respiré profondément. Et j'ai déchiré la lettre en 4 morceaux. Sans colère. Sans douleur. Juste avec une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. La justice avait été rendue. Et moi, pour la première fois, je n'avais plus rien à prouver à qui que ce soit. Après le procès, ma vie est entrée dans un étrange état de silence. Ce genre de calme qui n'existe qu'après un ouragan. Je continuais à travailler, à m'occuper de ma routine, à sortir avec les quelques amis qui me restaient les vrais. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillonnait encore. Parce qu'une blessure, même exposée et soignée,
ne cicatrise pas du jour au lendemain. Ma thérapeute disait que le traumatisme familial, c'est comme un virus qui se cache dans le système, même quand tu crois être guéri, il peut revenir dans les moments de vulnérabilité. Et j'ai commencé à comprendre ça dans les petits détails. Quand je voyais une femme ressemblant à Chloé traverser la rue, mon cœur s'emballait. Quand je recevais un courrier avec mon nom mal orthographié, je paniquais en pensant que c'était une nouvelle arnaque. Même les appels de numéros inconnus me mettaient en alerte. C'était épuisant. Mais, petit à petit, j'ai reconstruit. J'ai adopté un chat Lenny. J'ai commencé à courir le week-end. J'ai découvert un café près de chez moi où personne ne me connaissait, et c'était libérateur. J'ai créé un nouveau compte sur les réseaux sociaux, avec un autre nom, juste pour partager ma vie sans que personne de mon ancien monde n'y ait accès. C'était comme renaître. La nouvelle que Chloé respectait les conditions de sa liberté conditionnelle sans incident est arrivée par mon avocat. Et avec elle, une autre surprise, mes parents avaient décidé de partir vivre en Floride et de recommencer. Ils vendent l'ancienne maison, m'a-t-il dit en passant. Ils ont dit que ça ne servait plus à rien de rester là-bas après tout ce qui s'est passé. Je suis restée silencieuse. Cette maison, cette fichue maison blanche avec sa clôture parfaite, était un symbole de tout ce qui m'avait effacé. Savoir qu'elle allait disparaître me donnait un drôle de soulagement. C'était comme si une partie de la malédiction se brisait. Mais le plus inattendu restait à venir. Un mardi ordinaire, en fin de journée, j'ai reçu un appel de l'hôpital Saint-Luc, à Hartford. Mademoiselle Madison Turner? Ici, la réception. Votre mère a été hospitalisée cet après-midi. Apparemment, elle a fait une chute. Elle est consciente, mais a demandé que nous vous prévenions. Mon corps s'est figé. Cela faisait plus de 2 ans que je n'avais rien entendu directement d'elle. Et là, tout à coup, un appel de l'hôpital. J'ai pensé à raccrocher. À ignorer. Mais la voix du réceptionniste était ferme, polie, et il y avait dans son ton quelque chose qui m'a empêché de le faire. Elle a demandé que nous précisions, que c'est vous qu'elle a appelé en premier. Je suis restée muette. Mon estomac s'est retourné. Comment ça, m'appeler en premier? J'ai pris la voiture ce soir-là et je suis parti pour Hartford. Près de 3 heures de route, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Une scène mélodramatique? Une demande de pardon? Ou une nouvelle manipulation? Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé ma mère allongée dans un lit, le bras dans le plâtre, un énorme hématome au visage et les yeux cernés. Elle paraissait plus petite. Fragile. Vide. Madison, sa voix était faible. Salut. Je pensais que tu ne viendrais pas. Moi aussi. Elle a essayé de sourire, mais c'était un sourire triste. Elle m'a regardé comme si elle cherchait quelque chose, peut-être le visage de la fille qu'elle n'avait jamais vraiment vue. J'ai beaucoup fauté envers toi. J'ai mis du temps à répondre. Je me suis approché lentement, je me suis assise sur la chaise à côté du lit et j'ai regardé cette femme qui m'avait mise au monde, mais ne m'avait jamais accueilli. Tu n'as rien besoin de dire, maman. Je suis juste venu m'assurer que tu es en vie. Rien de plus. Elle a hoché la tête. Elle a fermé les yeux, et quelques larmes ont coulé. Ce n'étaient pas les excuses que j'avais imaginées. Mais c'était la première fois qu'elle admettait, même en quelques mots, qu'elle m'avait trahi. Je suis resté là quelques minutes. Puis je me suis levé, j'ai ajusté son drap et j'ai dit. Prends soin de toi. Et s'il te plaît, ne me recontactez plus. Je suis sorti de l'hôpital avec une étrange légèreté dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ni un soulagement complet. C'était une forme de conclusion. L'histoire n'était pas encore terminée. Mais je n'étais déjà plus la même protagoniste. Rentrer de Hartford, ce soir-là, c'était comme traverser un tunnel de souvenirs. Chaque kilomètre de route semblait tirer une réminiscence, un fragment, une douleur mal digérée. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement écouté de la musique à faible volume et laissé le silence faire son travail. Quand je suis rentré chez moi, Lenny est venu m'accueillir à la porte, comme toujours ronronnant, se frottant à mes jambes, comme s'il était le seul être au monde à vraiment me voir. Je l'ai pris dans mes bras et je me suis effondré. Non pas de tristesse, mais d'épuisement. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Et laisser passer ne veut pas dire ignorer. C'est choisir d'avancer. Et c'est ce que j'étais en train de faire.
dans les semaines suivantes, j'ai évité tout contact avec la famille. Jusqu'à ce que je reçoive une invitation par la poste. Une enveloppe simple, sans expéditeur, avec une écriture que je connaissais bien, celle de Chloé. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une invitation formelle à une cérémonie de clôture du programme de réhabilitation qu'elle terminait. La présence de la famille est essentielle pour la réinsertion et le soutien émotionnel, disait le texte. J'ai ri toute seule. La même famille qu'elle avait manipulée, utilisée, détruite émotionnellement, faisait maintenant partie de la guérison. J'ai montré l'invitation à ma thérapeute, et elle a affiché son éternel visage neutre. Tu n'as pas besoin d'y aller. Mais cela peut être important de voir ce que ça éveille en toi. Et c'est exactement ce que j'ai fait, je m'en suis servi comme thermomètre. J'ai posé l'invitation sur la table du salon, je l'ai laissée là plusieurs jours. Chaque fois que je passais devant, je ressentais un frisson dans le dos. Un mélange de mépris et de pitié. Et, au final, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Je l'ai jetée. 2 semaines plus tard, un message est arrivé sur mon téléphone, c'était une vidéo. Chloé, debout sur une petite scène, tenant un micro. Je veux demander pardon à toutes les personnes que j'ai blessées. Surtout à ma sœur, Madison. Elle n'a jamais eu de faute. Je voulais juste me sentir importante. Mais j'ai tout fait de la mauvaise manière. J'espère qu'un jour, elle pourra me pardonner. Pause. Madison, si tu vois ça, merci de ne pas être venu. Parce que peut-être que, si tu avais été ici, je n'aurais pas eu le courage de parler. J'ai refermé la vidéo. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le vide. Ça m'a prise par surprise. Elle essayait. D'une manière bancale, mais elle essayait. Et pourtant, quelque chose en moi disait, prudence. Parce que des personnes comme Chloé ont toujours su manipuler les émotions. Elles ont toujours su paraître vulnérables pour éviter d'affronter les conséquences. Malgré tout, c'était la première fois que j'entendais une demande de pardon sans excuse bidon. Et, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais refermer ce chapitre. Pas avec une réconciliation. Pas avec des accolades. Mais avec un point final, silencieux et ferme. J'ai passé les mois suivants concentré sur mon travail. J'ai obtenu une promotion. J'ai fait un voyage seul à Montréal, et j'ai passé des jours entiers à lire, marcher et photographier des rues désertes. Je suis rentré plus légère. Et avec une décision prise, j'allais écrire mon histoire. Littéralement. J'ai commencé à esquisser un livre. Un roman inspiré de tout ce que j'avais vécu, mais habillé autrement. Je voulais que d'autres femmes ayant traversé quelque chose de similaire puissent s'y reconnaître. Qu'elles comprennent qu'elles peuvent dire non, qu'elles peuvent disparaître, qu'elles peuvent recommencer. Et tu sais ce qu'il y a de plus curieux? En écrivant, j'ai réalisé que Chloé n'était pas le centre de mon histoire. C'était moi. Ça l'avait toujours été. Écrire a été un processus libérateur. Je n'étais pas pressé. Je ne voulais rien publier, je ne cherchais pas la célébrité, encore moins à gagner de l'argent avec ça. C'était à moi. Un espace où ma voix était souveraine, sans interruption, sans déformation, sans un Madison retouché par qui que ce soit. Chaque chapitre était une couche que j'ôtais de ma peau douloureuse, mais nécessaire. Et c'est au cours de ce processus que j'ai reçu le dernier message que je m'attendais à voir dans ma vie, une invitation de Chloé à prendre un café. Simplement, on peut parler? Je veux juste t'écouter, sans rien demander. Le message était accompagné d'une adresse discrète, dans un café caché à Beacon Hill, Boston. Le quartier où, ironiquement, j'avais vécu pendant mes études. Là où j'avais été moi-même pour la première fois. J'y ai pensé pendant des jours. Une partie de moi disait, oublie, c'est un piège. Mais une autre voulait voir. Pas pour elle. Pour moi. Le jour venu, je suis arrivé 20 minutes en avance et je suis resté dehors à observer le va-et-vient. L'endroit était petit, chaleureux, avec une lumière dorée et une odeur de pain frais. Quand Chloé est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle était maigre. Des cernes profonds. Les cheveux naturels, attachés en un chignon improvisé. Pas de maquillage. Pas cette aura de performance. Pour la première fois, elle paraissait normale. Humaine. Elle s'est assise en face de moi et est restée silencieuse un moment. Merci d'être venue, dit-elle en me regardant droit dans les yeux.
Ne me remercie pas encore. Je suis juste venu écouter. Elle a hoché la tête. Baissé les yeux. A tourné sa cuillère dans la tasse quelques secondes avant de commencer. J'ai passé ma vie entière à essayer d'être aimé. Et j'ai cru que, si j'étais toi, ça marcherait peut-être. Parce que tu réussissais tout. Les gens te faisaient confiance. Les professeurs te félicitaient. Même nos parents t'admiraient même si tu ne le voyais pas. Ça m'a fait rire, mais sans joie. Sérieusement? J'étais invisible. Vous m'avez tous traité comme la figurante de ma propre famille. Je sais, a-t-elle murmuré. Et c'est pour ça que ça fait si mal d'y repenser. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, j'étais déjà tellement plongé dedans que je ne savais plus comment en sortir. J'ai inventé une Madison parallèle et j'ai vécu comme si elle était réelle. C'était une version de moi que je croyais digne d'exister. Un silence lourd a suivi. Et maintenant? Maintenant, je veux juste essayer d'être moi-même. Même si ça ne suffit à personne. Même si tu ne me pardonnes jamais. Je l'ai regardé quelques secondes. Et c'est là que j'ai compris, je ne ressentais plus de haine. Non pas parce qu'elle méritait le pardon. Mais parce que je ne voulais plus porter ça. Chloé, ce que tu as fait a changé ma vie. Ça m'a rendu méfiante envers tout et tout le monde. Ça m'a fait douter de ma valeur, de mon identité, de mon histoire. Tu m'as effacé. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Mais ai-je poursuivi et tu m'as aussi donné quelque chose. L'opportunité de recommencer. De créer ma propre histoire. D'apprendre à me mettre en premier. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Elle a pleuré. Et moi, je suis resté ferme. Je ne te hais plus. Mais je ne vais pas non plus faire semblant que tout va bien. On peut coexister dans ce monde. Mais chacune sur son chemin. Nous nous sommes quittés d'un signe de tête. Pas d'étreinte. Pas de promesse. Et c'était suffisant. En sortant, j'ai inspiré profondément et senti l'air glacé de Boston m'effleurer le visage. Mais cette fois, c'était un froid agréable. Un froid qui réveille, qui nettoie. Je savais que cette conversation ne changeait pas le passé. Mais, d'une certaine manière, elle scellait la fin d'une guerre. Et la paix, même silencieuse, fait beaucoup de bruit à l'intérieur. Dans les mois qui ont suivi cette rencontre, j'ai terminé le livre. Je l'ai intitulé L'autre moi. Je n'y ai mentionné ni nom réel, ni lieu précis. Mais ceux qui connaissaient l'histoire pouvaient la lire entre les lignes. J'ai reçu des messages de femmes qui avaient vécu des expériences similaires, des sœurs qui leur tiraient le tapis sous les pieds, des mères qui les rabaissaient, des familles qui les ignoraient tout en applaudissant la fille, qui brillait le plus. Publier ce livre n'était pas mon plan initial. Mais après un événement littéraire local, une petite maison d'édition de Seattle s'y est intéressée et m'a fait une proposition. Et là, pour la première fois, ma voix n'a pas seulement été entendue, elle a été valorisée. C'était comme si l'univers me disait, maintenant, c'est ton tour. Mes parents n'ont jamais repris contact après l'épisode à l'hôpital. Peut-être avaient-ils compris qu'il n'y avait plus de place pour eux dans ma vie. Chloé, en revanche, m'a envoyé un dernier message lorsqu'elle a appris la sortie du livre. J'ai lu chaque page. Tu es incroyable, m'a dit. Tu l'as toujours été. Je suis encore désolé. Et merci de ne pas m'avoir laissé définir ton histoire. Je n'ai pas répondu. Non pas par rancune, mais parce que ce n'était plus nécessaire. Son histoire s'était terminée au chapitre que nous avions écrit ensemble. Le reste m'appartenait entièrement. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement, mais avec de grandes fenêtres qui laissent entrer le soleil dès le matin. Lenny saute encore sur le lit à 6 heures, comme un réveil poilu. Ma bibliothèque est pleine de livres, certains sont les miens, d'autres sont d'autrices qui m'ont inspiré. De temps en temps, je donne des conférences dans des écoles et des universités sur l'identité, l'abus émotionnel et la reconstruction personnelle. Et je commence toujours par une question. Que feriez-vous si vous découvriez que vous avez passé la moitié de votre vie au mauvais endroit? Les réponses varient. Certaines personnes pleurent. D'autres rient. Mais toutes comprennent que le plus important, ce n'est pas ce qu'on vous a fait, c'est ce que vous décidez de faire avec ce qu'il vous reste. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis Madison Turner. Et cette histoire m'appartient entièrement. Commentaire de Madame Reddit. Au fond,
L'histoire de Madison n'est pas seulement celle d'une trahison ou d'une sœur qui a franchi toutes les limites. C'est celle d'une femme qui, même lorsqu'on a tenté d'effacer son existence, a conservé en elle un noyau que personne ne pouvait lui voler. Madison n'a pas seulement récupéré son identité, elle a reconstruit sa vie, pierre par pierre, jusqu'à devenir quelqu'un qui vit pour elle-même et non pour l'approbation des autres. Parfois, la véritable victoire ne se trouve ni dans le pardon, ni dans la réconciliation, mais dans la paix silencieuse de savoir que l'on a écrit, du début à la fin, sa propre histoire.